Bonjour à toutes et tous. Je suis Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Je vous remercie beaucoup pour votre présence au cours de cette rencontre presse qui n'est pas vraiment une conférence de presse. Le détail est important. Quelle est l'idée? C'est que nous sommes au milieu d'un cycle de production, un cycle d'études qui concerne cette relation compliquée ou délicate entre l'industrie et la transition énergétique. L'industrie a beaucoup à apporter au sujet. Elle est aussi évidemment beaucoup questionnée, peut-être même parfois chamboulée par certaines des propositions qui sont évoquées. Et l'idée, c'est de pouvoir en débattre de façon très ouverte avec vous. Alors, on va évidemment vous rappeler quand même quels sont les principaux résultats que nous avons déjà accumulés, quels sont ceux que nous pensons pouvoir présenter dans un avenir proche. Mais tout ça sera volontairement très bref et l'idée est de pouvoir ouvrir avec vous un espace de discussion à 360, comme on dit, pour qu'on puisse faire le point. À moins que vous ayez des questions sur le déroulement pratique de cette matinée, je passe tout de suite la parole à Caroline Mini, chef de projet à la Fabrique, qui va donc vous faire ce point d'étape. Caroline, à toi. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous rappeler un peu le cadre et puis de quelques résultats de nos études. Donc, on est parti donc du contexte que donc la France est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050, donc s'inscrivant ainsi dans les engagements pris dans le cadre des accords de Paris. Pour atteindre cette neutralité carbone, le rythme de réduction des gaz à effet de serre doit s'accélérer significativement et doit même doubler sur la période 2024-2028. Et la tarification du carbone est un élément central des politiques climatiques et le prix du carbone sera naturellement amené à augmenter du fait du renforcement de nos ambitions. Et donc, au travers de nos travaux, nous essayons d'éclairer l'avenir, de comprendre l'impact de la tarification du carbone et plus largement de la transition énergétique sur l'industrie. Donc, l'industrie est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France, avec près de 20% des émissions nationales, principalement concentrées dans quelques secteurs industriels. Et donc, elle joue un rôle majeur à la fois de par sa contribution dans les émissions nationales, mais aussi parce qu'elle fournit les solutions et développe les technologies pour réduire nos émissions. Et donc, nous sommes là ce matin pour proposer d'échanger sur ce que cela va changer sur l'industrie et l'emploi. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc, juste trois résultats clés de nos études. Donc, nous avions publié une première étude donc en 2020 sur le prix du carbone et la compétitivité industrielle. Et nous avions montré que jusqu'à 100 euros par tonne de CO2, l'impact sur la compétitivité industrielle serait limité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'impact significatif sur l'emploi manufacturier dans son ensemble, mais qu'il y avait des secteurs qui seraient plus touchés que d'autres, notamment des secteurs fortement émetteurs, et qu'on pourrait observer un redéploiement important des salariés entre entreprises et secteurs, et notamment vers des secteurs plus économes en énergie. Ensuite, nous avons publié une deuxième note l'an dernier sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, ce mécanisme vise à lutter contre les fuites de carbone et à préserver la compétitivité industrielle dans un contexte de renchérissement du prix du carbone. Et ce qu'on voit, c'est que la mise en place de ce mécanisme se heurte à des difficultés dans la pratique, car il fait face à des spécificités sectorielles, même si sur le papier, tout semble fonctionner. Et donc, la proposition de la Commission européenne suscite des inquiétudes de la part des industriels autour notamment de trois points: la compétitivité des exportations pour les secteurs qui sont couverts par le mécanisme, l'impact que peut avoir ce mécanisme sur les producteurs en aval, et enfin des risques de contournement de la part des producteurs étrangers. Donc, continuons nos travaux sur ce sujet et maintenant nous demandons quel pourrait être l'impact du prix du carbone lorsqu'il sera à des niveaux encore plus élevés que 100 euros la tonne de CO2, donc dépassant ce niveau-là. Et donc, nous avons notamment une étude en cours avec le cabinet Deloitte que nous allons publier fin mars, où nous observons la répercussion du prix du carbone dans tous les secteurs de l'économie. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est essentiel de soutenir l'investissement pour encourager au plus tôt la décarbonation des secteurs, notamment des secteurs fortement émetteurs, pour limiter les surcoûts de production qui peuvent être élevés pour les secteurs fortement émetteurs et les hausses de prix aussi pour le consommateur. Et donc, un des moyens pour décarboner, c'est l'électrification des procédés. Et on voit que l'accès à une électricité à la fois décarbonée, stable, abondante et à bas prix est un prérequis essentiel. Donc maintenant, je vous propose de commencer nos échanges et de vous laisser la parole pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Merci. Je veux bien me lancer. Enchantée, donc Lucie Pedrola pour RSE Data News. Merci pour cette occasion d'échanger.
Euh, alors, ma question, elle porte un peu sur un des derniers points que vous avez évoqué, Caroline, par rapport à l'accès à l'électricité bas carbone et bon marché. Euh, Effectivement, ça a l'air d'être un point clé pour rester en France pour certains industriels. Je pensais notamment à l'industrie de l'aluminium, mais voilà, enfin, les industriels électro-intensifs. Euh, je ne sais pas si ce serait l'occasion aussi de faire un point sur comment les industriels peuvent se protéger de l'augmentation des prix de l'énergie. Euh, Notamment, est-ce que Excelsium, enfin, qu'est-ce que leur permet Excelsium pour souscrire à des contrats de long terme? Je pense à la remarque du PDG d'EDF, je crois en amont du relèvement de l'AREN, qui estimait que ces entreprises avaient été imprudentes, sous-entendant qu'elles auraient pu davantage se couvrir. J'ai un peu de mal à comprendre entre le discours de certains industriels et le discours de certains économistes. Quelle est la marge de protection sur ces prix? Et voilà, ce serait dans un premier temps une première question là-dessus sur comment on peut faire pour se protéger de l'augmentation des prix, pour voilà, avoir un peu de visibilité sur un moyen terme ou long terme. Lui. Peut-être que Caroline a une réponse. Moi, j'en ai une, évidemment, mais Caroline, vous avez une réponse à cette question sur le prix de l'électricité? Le cadre en fait, des contrats d'Excelsium, ça permet effectivement de sécuriser un approvisionnement en énergie à un certain prix. Donc, ce sont pour sécuriser sur le long terme. Donc, ça permet effectivement, c'est des contrats qui sont négociés directement avec les producteurs. Mais d'autre part, ça ne protège pas des éventuels approvisionnements qui doivent se faire à court terme parce qu'il y a des augmentations de production ou des réajustements de production. Et c'est là où effectivement les industriels sont très exposés aux fluctuations de prix. Et on voit aujourd'hui qu'il y a effectivement un impact suite à cette augmentation de très forte électricité, puisque les industriels doivent baisser leur production. Certains même risquent de fermer. Donc, effectivement, même en se protégeant dans des contrats de long terme, on voit bien qu'il y a quand même un impact très, très fort sur l'activité industrielle. Les contrats à long terme protègent contre un certain nombre de variations, mais pas contre des tendances lourdes et pas très longtemps. Je rappelle, par exemple, pour un exemple, il y a 3 jours, j'ai regardé le prix d'électricité spot en Angleterre. Le mégawattheure était à 1180 €, alors que EDF vend, dans le cadre de l'AREN, son électricité à un certain nombre de clients qui sont soit des intermédiaires qui revendent de l'électricité, soit des électro-intensifs, à 42 € et maintenant, et bientôt 46. Donc on voit ce que un marché de l'électricité à court terme peut créer comme aléa pour des industriels. On ne peut pas vivre avec une telle incertitude sur un marché qui est devenu extrêmement spéculatif et où il suffit qu'il n'y ait plus de vent en mer du Nord pour que les prix explosent, alors que la France se fournit assez peu en électricité éolienne. Donc, il y a un problème de marché de l'électricité et du prix qui résulte de ce marché. Le coût marginal ne fonctionne pas véritablement bien. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'ensuite, il faut chercher des sources d'énergie qui assurent des prix stables et des prix compétitifs. Et je pense que seules les énergies pilotables peuvent assurer ces prix stables et compétitifs. Et je ne voudrais pas faire un plaidoyer au cours de cet échange sur le nucléaire, mais le gaz lui-même est soumis à des aléas extrêmement forts, on le voit actuellement. Donc il n'y a pratiquement que le nucléaire qui assure cette stabilité
dans la durée, même si ce prix peut évoluer, il n'évolue pas du tout avec la puissance d'un marché qui est très largement piloté à la fois par le gaz et par la spéculation. Donc, je pense que l'approvisionnement en une énergie pilotable à prix relativement prévisible et prix compétitif est absolument essentiel pour l'industrie. J'ajoute que si, Louis, que si l'objectif, et c'est l'objectif, c'est de décarboner l'industrie, une partie très importante des changements de process qui sont en train d'avoir lieu, c'est un basculement sur l'électricité. Donc, ce sujet de l'électricité pour les industriels va devenir de plus important. Et ça ne marche que s'il y a une électricité décarbonée. Toutes les électricités ne sont pas décarbonées aujourd'hui. Donc, l'avantage d'une source d'énergie électrique stable et décarbonée, le sujet est encore plus important. Donc, évidemment, on voit bien que le nucléaire, de ce point de vue-là, peut jouer et peut être un atout pour la France absolument majeur. Sachant qu'il y a un problème supplémentaire sur ces prix d'électricité aujourd'hui, c'est que l'électricité au coût marginal, c'est un mécanisme qui fonctionne au niveau européen et donc qui conduit à, dans la mesure où la source marginale aujourd'hui est carbonée et qu'on a en plus une augmentation du prix du carbone, sur lequel on reviendra peut-être puisque c'est un sujet important d'aujourd'hui, en fait, ça conduit en pratique à ce que l'électricité décarbonée nucléaire supporte un prix du carbone dans la tarification. Donc, en gros, l'avantage qu'on pourrait avoir pour les industriels, en utilisant une électricité stable et donc sur lequel on peut avoir un signal prix de long terme, tout ça est complètement faussé par les mécanismes de marché qui existent aujourd'hui. Voilà. Alors, ceci étant, les contrats de long terme, c'est quelquefois compliqué parce que Helcetium, ça a été compliqué. Il y a des moments où c'était plus cher, des moments où c'était moins cher. Et donc, il faut. Et il y a des sujets juridiques de compatibilité avec les traités européens, mais pour les industriels, avoir une source d'électricité qui est stable est un élément absolument majeur. Je ne veux pas monopoliser sur ce sujet, mais je comprends qu'il y a aussi le sujet d'une potentielle réforme du marché. Enfin, je crois que c'est aussi… C'est un peu ce que je disais à l'instant. C'est que les règles européennes sur le coût marginal, il y a beaucoup de débats sur ce n'est pas forcément une mauvaise solution, le coût marginal. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, il y a ce problème du prix du carbone qui vient se surajouter, qui fait une double peine. Et comme le disait Louis, les sources d'énergie nouvelles, renouvelables, leur tarification au coût marginal, ça pose un problème. Parce qu'elles sont à la différence d'une centrale à gaz, d'une centrale à charbon, on ne choisit pas le moment où elle marche. C'est ça qui fait que le coût marginal est beaucoup plus difficile. Et le coût marginal qu'avait inventé Marcel Boiteux fonctionnait dans un univers clair qui était un seul opérateur d'électricité, un seul fabricant d'électricité sur un territoire où il est en position de monopole. Et à ce moment-là, il choisit au sein de sa gamme de production d'électricité hydraulique, éolien, nucléaire, il les choisit au coût marginal. Là, on se trouve dans un ensemble qui est complètement hétérogène et on subit les coûts de l'hétérogénéité maximum. C'est-à-dire qu'on s'aligne sur les cas les plus extrêmes, ce qui est un véritable sujet quand même. Aujourd'hui, on a des cas où effectivement, il vaut mieux arrêter les usines en spot. Quand on est l'exemple, c'est celui que vous citez, le plus critique, c'est l'aluminium, compte tenu de l'importance de l'électricité dans le prix de revient. Mais alors que même il y a 2 ans, si vous voulez, on avait des prix spot qui étaient à zéro. Quand il y a trop de vent en mer du Nord,
hein. Donc, on a une volatilité qui n'est pas adaptée. Enfin, le mécanisme de tarification n'est pas adapté aux manières de produire de l'électricité aujourd'hui. Je ne me rends pas compte à quel point, quel est le degré de possibilité de réviser ce marché de l'électricité, ce fonctionnement au coût marginal. C'est ce que M. Le Maire veut faire, et je pense qu'il aura des difficultés parce que la Commission est très attachée au coût marginal parce qu'il n'y a pas de substitut. Dans un univers comme celui de l'Europe, il n'y a pas de mécanisme de substitution. Parce que, et d'autre part, la Commission de Bruxelles veut faire en sorte que ça ne pénalise pas les sources d'énergie renouvelables qui, évidemment, sont les plus volatiles. Et donc, elle est prise dans une véritable contradiction. J'ai entendu M. Le Maire dire qu'il fallait changer le système de fixation du prix de l'énergie sur le marché. J'attends de voir ce qu'il peut inventer dans ce domaine. Sur le marché, aggravé par le fait que les politiques énergétiques des différents pays, on va avoir une tarification homogène alors que les politiques énergétiques sont complètement différentes. Absolument, absolument. Les prix sur le marché spot aujourd'hui sont à plus de 200 € par mégawattheure en Europe. Mais Mathilde, Caroline, ce n'est pas 200 €, c'est 700 à 800 € actuellement. Vous avez des spots. Les prix ne sont pas descendus hier en dessous de 400 €. Donc, ce n'est pas 200 €. Hein, parce qu'il n'y a plus de vent. Et donc, c'est un véritable problème. On est en pic de consommation puisque c'est l'hiver. Et il y a une des sources d'approvisionnement qui fait défaut. Et on était à zéro à un certain moment, il y a 2 ans. Absolument. Il y a des moments où on est à zéro. Ce qui est aussi perturbant d'ailleurs que d'être à 400. Bonjour, juste un Alipine pour Alternative économique. Moi, j'ai une question sur la taxe carbone aux frontières et sur la façon dont ce mécanisme impacterait les industriels aux exportations. Enfin, j'ai bien compris si c'est une des craintes des industriels, parce que ça augmenterait le coût des exportations en dehors de l'Union européenne. Donc, ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a des solutions pour limiter ces impacts? De quelle manière? Et vous, dans les industries que vous connaissez, quels seraient les impacts d'une taxe carbone aux frontières sur les exportations en dehors de l'Union européenne? Donc effectivement, il y a un vrai sujet de renchérissement des exportations, donc de compétitivité en fait sur les marchés étrangers. Puis si on met une taxe carbone aux frontières, les coûts de production en Europe, et en supprimant les quotas gratuits, les coûts de production en Europe seraient augmentés. Et donc effectivement, il y a un risque de perte de marché sur les marchés à l'étranger. Alors, il y a des études en cours aujourd'hui pour évaluer en fait quel serait l'impact sur les exportations. Et il y a différents mécanismes qui peuvent être évoqués, notamment des mécanismes, par exemple, de compensation pour uniquement les exportations des producteurs européens vers l'étranger. Mais voilà, encore une fois, il faut qu'aussi les solutions qui seront envisagées soient compatibles avec donc les règles du commerce international. Et donc, voilà, ce sont des sujets en cours d'évaluation de cet impact et de même l'évaluation de l'impact de ce mécanisme sur les producteurs en aval, donc ceux qui ne sont pas couverts par le mécanisme, pas couverts par le marché européen du carbone et qui vont subir des surcoûts de production de part du renchérissement de la production en amont. Voilà, donc, par exemple, un producteur, un fabricant qui fabrique des pièces en acier, qui utilise uniquement de l'acier, verrait son coût de production plus élevé et donc lui a un impact à la fois sur le marché européen mais aussi sur le marché étranger. Donc là, pareil, il y a des évaluations en cours et des recherches sur quels pourraient être des mécanismes peut-être de compensation ou d'autres types pour pouvoir limiter ces surcoûts. Qui est-ce qui financerait les compensations? Il y a des études au niveau français, au niveau européen. Pour l'instant, on ne sait pas d'où viendraient les fonds. En tout cas, les ressources du mécanisme, eux, seraient plutôt dédiées au remboursement de la dette contractée dans le cadre donc de la crise, donc par l'outil Next Generation EU. Mais voilà, il ne s'agit pas d'utiliser ces fonds-là pour l'instant. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que si vous avez l'étude qui a été faite par
par Caroline, qu'on a publié récemment, elle montre, d'abord, vous avez utilisé le mot taxe carbone aux frontières, elle montre que ce sujet, il est extrêmement compliqué quand on rentre dans les détails, hein, qu'il y a énormément de conséquences et que ce qu'envisage la Commission et qui est poussé par la présidence française actuellement, c'est un mécanisme qui est très partiel, hein, qui serait essentiellement sur une série de produits, hein, pour tester. Et ce que les industriels voient en ce moment, c'est que tout ça est très compliqué et qu'avant d'abandonner le système actuel, il faut faire très attention, hein, et qu'il y a beaucoup de conséquences et d'effets de second ordre qui peuvent être très importants dans certaines industries. Hein, celui que vous soulevez en est juste un, mais il est très important, mais il y en a beaucoup. C'est extrêmement compliqué quand on rentre dans les détails. C'est l'intérêt de cette étude, je trouve, de montrer qu'il n'y a pas une réponse simple. Et notamment, si on utilise votre vocabulaire, on a tout de suite de la taxe, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a tout de suite des problèmes avec l'Organisation mondiale du commerce. Pour ajouter juste un point, donc il y a, en fait, en même temps que la proposition de la Commission européenne publiée l'an dernier, il y a une étude d'impact qui est faite dans le cadre du processus par la Commission européenne. Et la Commission européenne, donc cette étude d'impact, est évaluée à 12% la perte de valeur des exportations de l'Europe vers les pays tiers. 12%. 12% pour l'ensemble des secteurs. Pour l'ensemble des secteurs, oui. L'impact est significatif. C'est pour ça que votre question est majeure. Hein. 12%, c'est déterminant. Sur l'ensemble des secteurs couverts, oui. Selon l'option retenue. Ouais. Et quand vous évoquez des mécanismes de compensation, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que par une source de finances, on compenserait les exportations perdues des industriels? Ou on compenserait la différence compétitive des coûts induite par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières? Enfin, c'est ce genre de choses? Oui, voilà, c'est pas fixé encore. Tout est en discussion. D'où l'idée de pouvoir décarboner au plus tôt, parce que si la production est décarbonée, ça entraîne une diminution de ce surcoût de production, donc en amont, et ensuite qui n'est pas répercuté sur les exportations, les producteurs en aval, etc. Et je rajoute une dernière question aussi sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, sur la production d'électricité qui sert dans les pays tiers à produire des composants qui seraient soumis aux taxes carbone aux frontières. Comment ce coût indirect du carbone, comment il est pris en compte quand on a une usine qui produit je ne sais quoi et qui se fournit en électricité dans un pays où l'électricité est fortement carbonée? Comment celle-ci rentre dans la taxe carbone aux frontières? Est-ce que c'est un débat de est-ce qu'on fait rentrer ce coût un peu indirect ou pas? Enfin, est-ce que vous pouvez revenir rapidement là-dessus, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, dans le mécanisme tel que proposé par la Commission européenne, il n'y a pas de prise en compte des émissions indirectes et des coûts indirects. Mais c'est un sujet. Ce qu'a dit la Commission, c'est qu'elle allait étudier le sujet, puis pouvoir revenir dessus après la période de transition, parce qu'il y a une première période de transition 2023-2025, où il y a bien un reporting des émissions des produits importés, mais il n'y a pas d'ajustement financier. Et donc, la Commission se laisse du temps pour étudier cette question des coûts indirects et des émissions indirectes. En même temps, le Parlement européen vient de rendre un avis donc, sur lequel ils vont débattre. Et dans cet avis, effectivement, le Parlement européen a proposé d'intégrer les émissions indirectes dans le périmètre des émissions pris en compte par le mécanisme. Alors, effectivement, ça suscite aussi des inquiétudes, puisqu'on l'a vu, la question, en fait, ce n'est pas tellement la question des émissions indirectes, mais la question du coût indirect, en fait, du coût du carbone qui est inclus dans la consommation d'électricité des industriels. Et on voit qu'en Europe, il y a ce mécanisme de tarification avec le coût marginal. Et donc, effectivement, il va être compliqué de pouvoir calculer ce coût et ensuite le coût à l'étranger et donc d'ajuster et de faire en sorte que les producteurs soient sur un pied d'égalité. Donc, ce sont vraiment des sujets qui sont soulevés par les industriels. Et donc, alors, comment faire une valeur par défaut, etc. Enfin, pareil, il y a plusieurs types de solutions possibles, mais l'idée est d'éviter effectivement qu'il y ait des contournements parce qu'il y aurait un différentiel de compétitivité dû au coût indirect. Sachant qu'aujourd'hui, dans le cadre du marché européen du carbone, il y a un mécanisme de compensation des coûts indirects qui est prévu pour le marché européen du carbone.
Donc aussi, ça se met en relation avec ce mécanisme-là. Et donc, à voir comment, parce qu'on ne peut pas considérer seul le mécanisme sans toutes les régulations qu'il y a autour. Ce mécanisme va avec le marché européen du carbone. Voilà. Donc, ça pose aussi la question de ce mécanisme de compensation. C'est pour ça, si vous voulez, que les industriels, alors, on le voit dans cette étude, il y a des réactions un peu différentes selon les secteurs en fonction des impacts. Hein. Donc, une des industries qui a le plus travaillé ces sujets historiquement et qui est plutôt favorable à ce mécanisme, c'est le ciment, mais dans d'autres industries, il y a des tas d'impacts indirects qui peuvent être extrêmement importants. Et c'est pour ça que les industriels, le système actuel, si vous voulez, qui existe sur ces fuites de carbone, qui est le mécanisme des quotas gratuits, il ne faut pas abandonner la proie pour l'ombre. Hein. Et donc, avant d'avoir toutes ces études d'impact et tous ces détails. C'est un peu ce qui ressort aussi de la position des industriels tels que Caroline la relate dans cette étude. C'est beaucoup plus compliqué quand on est dans l'acier, par exemple, que quand on est dans tous ces effets indirects, que quand on est dans le ciment. Bonjour, Béatrice Mathieu à l'Express. J'ai une question. Est-ce qu'on a une idée du montant des importations? Alors peut-être que vous l'avez mentionné au tout début, mais j'avais des problèmes de connexion, donc j'ai pas entendu. Mais le montant des importations, le montant des émissions de carbone importées en France, liées aux importations industrielles. Et est-ce que dans la thématique de la réindustrialisation, vous avez fait des estimations sur les émissions que l'on pourrait éviter liées à moins d'importations industrielles si on réindustrialise l'économie? Alors, nous, on a travaillé effectivement, on ne l'a pas mentionné au début, on a travaillé plus spécifiquement sur la tarification des émissions directes, c'est-à-dire sur quel est l'impact quand les émissions produites sont tarifées là où elles sont constatées, donc les émissions directes. On n'a pas travaillé effectivement sur les émissions des produits importés. Ce qui est clair, c'est que l'empreinte carbone de la France a augmenté très fortement, que les émissions des produits importés, de fait de l'augmentation des émissions qui sont contenues dans les produits importés, et que les émissions du coup nationales, suite à cette désindustrialisation, diminuent. Je peux vous renvoyer une étude qui a été faite par l'Uniden et Deloitte sur justement l'empreinte carbone, où ils mentionnent quelle est l'augmentation, enfin les chiffres exacts de l'augmentation de cette empreinte carbone, et s'il y avait une réindustrialisation dans certains secteurs, notamment le ciment, l'acier, l'aluminium, quel pourrait être l'impact sur l'empreinte carbone et comment la réduire. Puisqu'effectivement, de façon globale, les émissions de la production en France est moins élevée que les émissions des producteurs étrangers, puisqu'il y a des gains énergétiques, d'efficacité énergétique, des procédés industriels plus performants et du coup qui émettent par unité de produit moins de gaz à effet de serre que si ces mêmes produits étaient fabriqués à l'étranger. Et quand on est à l'électricité, une énergie beaucoup moins carbonée en France que dans la majorité des pays. Oui, pratiquement entièrement décarboné. Pratiquement entièrement décarboné. On est à 3% d'énergie carbonée. Ce qui explique aussi la différence entre les émissions importées et les émissions nationales. C'est pour ça que la France est aujourd'hui, en ce qui concerne l'industrie, très vertueuse, j'allais dire, ou très en avance par rapport à beaucoup de pays. Au sujet des relocalisations, je me demandais dans quelle mesure le mécanisme, le CBAM, pouvait, même si on est loin d'un CBAM bien formalisé, on est loin de son implémentation, dans quelle mesure cet outil pouvait véritablement favoriser des relocalisations seules, entre guillemets. Est-ce qu'il y a besoin d'autres outils? Sous quelles conditions le CBAM permettrait? Je crois que cet outil vise surtout à éviter les délocalisations. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il soit suffisamment favorable pour aller jusqu'à favoriser les relocalisations. Alors, il y a des controverses, mais moi, je trouve la première étude qu'on a faite l'année dernière, en 2020, Caroline, je parle sous votre contrôle, montrait quand même que jusqu'ici, ce n'est pas le sujet du carbone qui a
conduit à des délocalisations pour l'essentiel. Hein. C'est d'autres sujets. Donc, alors, si le prix du carbone monte énormément, hein, on peut avoir à la fois, si c'est bien fait, des relocalisations ou si c'est mal fait, des délocalisations. Mais historiquement, on ne peut pas dire que, si vous voulez, c'est le prix du carbone tel qu'il a fonctionné jusqu'à une période récente. Hein, c'était les conclusions de la première étude qu'on avait faite qui avait conduit à ces délocalisations. C'est d'autres sujets. Oui, tout à fait. Vu le fonctionnement du marché, on a étudié les 2 premières phases de fonctionnement du marché. C'est ce qui ressort dans les études. Les prix du carbone étaient relativement bas et il y avait aussi les mécanismes de quotas gratuits qui donc ont été efficaces pour protéger contre les fuites de carbone. Et donc là, toute la question est de savoir quelle est l'efficacité du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc il y a des évaluations, hein, toujours dans l'étude d'impact qui ont été faites, qui montrent que ce mécanisme, selon le scénario, permet de limiter les fuites de carbone. Mais encore une fois, c'est en théorie et il y a encore la pratique qu'il s'agit de tester et d'expérimenter, puisqu'il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place par les producteurs étrangers ou de contournement et qui font que cette efficacité relative aux fuites de carbone peut évoluer. Et dans un monde idéal où on aurait réglé ces problèmes de contournement, ça veut dire que le point environnement et carbone n'est pas suffisamment fort par rapport aux impacts économiques. C'est d'autres études d'impact qui n'ont pas été encore faites, je suppose. Dans un monde idéal, il y aurait une convergence des politiques climatiques et les prix du carbone seraient alignés et on n'aurait pas besoin de mécanismes d'ajustement aux frontières. Donc, ce mécanisme, un des objectifs de ce mécanisme vise aussi à inciter les pays étrangers à mettre en place des politiques climatiques. Oui. C'est ce que dit la Commission, dit qu'effectivement, ce mécanisme, il a vocation à ne pas être utilisé dans un monde idéal. Nelly, vous aviez une question tout à l'heure, vous avez levé la main, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, Nelly Moussi pour Euractiv. On attend des stratégies par filière pour la décarbonation. Est-ce que vous avez des attentes spécifiques pour que telle ou telle filière bénéficie peut-être d'un accompagnement voilà, avec certaines spécificités prises en compte pour une décarbonation facilitée? Merci. Peut-être un élément de réponse. La décarbonation, effectivement, elle est spécifique par filière, donc par secteur, mais aussi selon les procédés de production et aussi en fonction des sites. Et donc, l'idée est déjà de cibler des secteurs qui sont très fortement émetteurs, mais aussi des sites qui sont très fortement émetteurs. Il y a à peu près une vingtaine de sites, entre 15 et 20 sites en France, qui représentent à peu près la moitié des émissions des secteurs les plus fortement émetteurs, donc ciment, acier, alu, chimie. Et donc, il s'agit de se concentrer sur ces secteurs-là. Ensuite, effectivement, les technologies qui vont être différentes selon les secteurs, mais encore différentes selon les sites et les procédés industriels. Donc, par exemple, on parle beaucoup de la capture et le stockage de CO2, et cela va dépendre en fait du procédé, du site et aussi de la zone géographique, s'il est possible de pouvoir stocker ce carbone dans le sol ou pas, s'il y a un site approprié. Et en termes de site, il va être plus compliqué de décarboner un site existant. Il va y avoir effectivement des remises à niveau, des modernisations et des ajustements à faire. Alors que quand il y a une production, il y a une installation d'un site nouveau, il est plus facile d'inclure ces technologies, par exemple. On peut imaginer aussi que la capture de carbone peut être plus facile dans le secteur du ciment et moins dans d'autres, mais en fait, tout ça dépend de conditions aussi globales. Par exemple, du prix de l'électricité. À partir du moment où le prix de l'électricité devient peu cher, on a accès à une électricité décarbonée à bas coût. À ce moment-là, l'électrification du procédé devient plus rentable que l'utilisation d'une technologie de capture du carbone. Cette technologie marche et le prix de l'électricité est très, très élevé. Donc voilà, en fait, ça va vraiment dépendre aussi de conditions de marché telles que prix de l'électricité, prix du CO2, qui vont influer sur les technologies et ce sera forcément une combinaison de plusieurs technologies. Donc on parle d'hydrogène, de faire de l'acier avec de l'hydrogène vert, etc. Enfin, globalement, hein, Caroline, si je peux compléter, globalement, c'est quand même l'électrification va être probablement la solution la plus importante hein, quantitativement par rapport à ces autres solutions.
Oui, c'est clair qu'actuellement, la capture du carbone est extrêmement coûteuse, très consommatrice d'électricité d'ailleurs, elle-même. Et donc, c'est une solution qui n'est pas encore mature, hein. Il y avait d'ailleurs une double page dans Les Échos ou dans Le Monde hier sur ce sujet qui peut renseigner ceux qui le souhaitent. Mais Pierre-André a parfaitement raison, c'est l'électrification des procédés qui va être la solution. Mais cette électrification est extrêmement coûteuse dans certains secteurs, hein. Pour la sidérurgie, c'est une véritable révolution de se passer de coke pour faire de l'acier. Ça va être une véritable révolution. Et il est clair que il va falloir voir comment on arrive à financer en Europe cette révolution au moment même où des concurrents étrangers eux-mêmes n'auront pas cette contrainte et continueront à produire de l'acier avec du coke dans des conditions qui seront évidemment beaucoup moins coûteuses. Donc on va avoir un défi de compétitivité pour certaines industries qui va être absolument massif. Avec cette contradiction, mais qui est tout le sujet, c'est que plus le prix du carbone est élevé et plus le payback de ces investissements est bon, mais plus si les autres ne le font pas, ce sujet des fuites de carbone ou le fait de faire les investissements ailleurs au lieu de les faire en Europe devient important s'il n'y a pas de mécanisme aux frontières. Bien sûr. Pour compléter encore une dernière fois, je vais vous donner l'exemple de ce que nous faisons chez Saint-Gobain. Comme beaucoup d'entreprises, on s'est donné un objectif à 2050 d'être net zéro en carbone. Et la capture et le stockage, pour nous, c'est, et on ne sait pas exactement quelle proportion, mais en gros, c'est ce qu'on n'arrivera pas à faire autrement, on le fera comme ça. Et on le voit plutôt à la fin de la période qu'au début de la période. Donc, pour donner un élément qui va dans le sens de ce que disait Louis, ce sera une solution quand on aura épuisé toutes les autres, je dirais. Je vais peut-être juste un instant revenir sur la question de l'empreinte carbone. J'ai retrouvé l'étude Uniden Deloitte, c'est juste donc c'est une étude qui a été publiée donc en fin 2020, et donc on voit que ce que montre cette étude, c'est qu'il y a une augmentation significative de l'empreinte des émissions importées entre 1995 et 2015, et qu'il y a une augmentation de l'empreinte carbone de 18% sur cette période-là, alors que les émissions directes nationales ont, elles, diminué de 17% sur 95-2015. Enfin, c'est juste pour donner quelques éléments de référence. Mais je vous invite plutôt si vous voulez plus de détails, à aller voir l'étude. Je reviendrai bien sur la question des investissements, parce que ce que vous dites me fait penser à un échange que j'avais récemment sur la question de l'aluminium, où on m'expliquait aussi que les investissements, effectivement, pour ce qui n'était pas compliqué à battre, allaient vers le CCS. Pour autant, il y avait d'autres solutions. Sur l'aluminium, c'est les anodes inertes, mais qu'en Europe, apparemment, on n'investit pas tellement là-dedans. On est plus sur le CCS, et que c'est en revanche plus investi, il me semble, côté Russie, par Russal, je crois. Je me suis demandé quels étaient les freins à des plus forts investissements sur ce type de technologie qui semblait vraiment intéressante, ces anodes inertes, mais qui était beaucoup plus gourmand dans investissements, a priori, que le CCS, qui est déjà assez gourmand en investissement. Donc, comment est-ce que vous avez un éclairage là-dessus, sur le fait que l'Europe est pas la première sur ces investissements, malgré son leadership sur les questions environnementales? Moi, je n'ai pas d'éléments sur l'aluminium précis. Moi non plus. Je n'ai pas d'éléments spécifiques par pays. Je crois qu'encore une fois, ça va dépendre. Je ne connais pas d'ailleurs la technologie que vous évoquez, madame, donc je préfère ne pas me prononcer sur l'aluminium. Après, c'est plus en règle générale, est-ce que la région Europe n'est pas forcément, il n'y a pas forcément son leadership en termes d'investissement sur des technologies décarbonées? J'en sais rien.
on n'a pas d'éléments de comparaison, mais enfin, je pense que c'est quand même la région du monde qui se préoccupe le plus des problèmes d'émission de son industrie. Et je pense que cette préoccupation devrait se traduire par des projets d'investissement. Je ne vois pas d'autres régions dans le monde qui aient une telle préoccupation sur les émissions de CO2 de son industrie. La preuve, c'est que nous sommes les seuls à penser à un ajustement aux frontières et que tous les autres pays semblent juger que nous enfreignons les règles de l'OMC sur ce point. Donc, je ne pense pas que nous ayons affaire de complexe sur notre détermination à réduire les émissions de l'industrie. Pour ça me surprenait. Si on prend juste le ETS, le prix du carbone en Europe est déjà aujourd'hui bien supérieur à ce qu'il est dans les autres régions. Tout d'ailleurs. Oui, il est à plus de 80 € la tonne de CO2. Peut-être pour replacer dans le cadre les différentes technologies de décarbonation, donc ce qui est listé dans les différentes études sur le sujet, c'est donc l'électricité, l'électrification des procédés avec l'accès à une électricité décarbonée à bas coût. Il y a aussi l'utilisation de biomasse qui peut être comme matière première ou comme combustible, notamment par exemple dans le secteur du ciment, de l'acier, aussi dans le papier, l'hydrogène vert, la capture et stockage de CO2, l'efficacité énergétique et bien sûr tous les mécanismes de recyclage, d'économie circulaire. Et donc on voit quand même qu'il y a un fort soutien au développement de la filière hydrogène aujourd'hui en France notamment, à la fois pour le transport, mais aussi pour l'industrie, qui peut être donc une matière première pour la production, par exemple, d'acier. Et donc, il y a quand même des investissements importants dans ce domaine-là. Bien sûr. Il y a un plan européen, il y a un plan français, mais il y a un plan européen sur l'hydrogène. Avec un bémol, évidemment, c'est que l'hydrogène vert est fabriqué à partir d'électrolyse et que le rendement de ces procédés est encore très, très faible, puisqu'on considère que c'est à peu près 25%. C'est un rendement de l'ordre de 25%. Et donc, on a des pertes en ligne considérables. Et il va falloir il faut que nous puissions, sur l'hydrogène, avancer de telle manière que ce rendement puisse être relevé. Parce que, sinon, l'hydrogène mais on voit bien que l'hydrogène peut être une solution. Si je reprends ce qu'on disait sur l'électricité, quand il y a du vent et qu'on n'a pas besoin de vent, à ce moment-là, on peut utiliser le vent pour faire de l'hydrogène, puisque le coût est zéro. Mais il faut avoir un coût d'électricité extrêmement faible compte tenu de tous les problèmes que pose l'hydrogène par ailleurs. Oui, l'hydrogène permet le stockage. Allez-y. C'est-à-dire 25%, ça veut dire que pour stocker 25 d'électricité, il faut consommer 100 d'électricité. C'est quand même c'est pour ça que je dis qu'il faut un coût marginal très proche de zéro. Et en fait, ces technologies permettent une décarbonation profonde en fait, de l'industrie. Effectivement, on voit que ce qu'on appelle un peu le coût d'abattement, c'est-à-dire l'investissement rapporté à la tonne de CO2 évitée, c'est le prix du carbone qui va déterminer quelles sont les technologies qui deviennent solvables ou pas, et donc quelles technologies on met en place. Et à côté de ces technologies, il y a aussi donc, les mécanismes d'efficacité énergétique, de recyclage, d'économie circulaire. Et ça, elles peuvent être mises en place aujourd'hui. Elles le sont d'ailleurs. Elles permettent à moindre coût en fait, de réduire les émissions de CO2, mais ça ne va pas induire une décarbonation profonde. Ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de l'industrie lourde. Certaines études évaluent à peu près 15%, mais voilà, on voit bien que ça ne va pas suffire. En tout cas, c'est un premier levier qui est déjà activé pour réduire les émissions. La première, c'est de réduire nos consommations. Mais de ce point de vue-là, si vous voulez, l'efficacité énergétique qui a eu lieu dans l'industrie au cours des 20 dernières années a été très importante déjà, hein, par rapport aux autres secteurs. Si je prends le bâtiment ou la mobilité, l'efficacité énergétique, qui est évidemment la première chose qu'il faut faire. Dans l'industrie, on a déjà fait beaucoup. Alors, on peut encore faire, mais on a déjà fait beaucoup.
Et juste pour terminer sur ce point, je suis étonnée que le recyclage n'ait pas un potentiel plus important de baisse des émissions. On voit qu'il y a pas mal d'industries qui peuvent… Écoutez, moi, alors je peux vous dire que chez moi, c'est très important, hein, puisque à chaque fois qu'on met du calcin dans un four verrier, on a besoin de beaucoup d'énergie en moins pour le chauffer. Donc l'économie circulaire est un élément extrêmement important, mais c'est très très variable selon les industries. Et si je reprends mon exemple, notre problème aujourd'hui, c'est la disposition de la matière recyclée. Hein, parce que selon les, pour ça je suis assez favorable à ce qui a été prévu par, alors il faut le regarder pays par pays, mais ce qu'on a prévu en France, mais c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'industries, le sujet, c'est d'avoir accès à plus de matières recyclées. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls et qu'il faut créer des écosystèmes. Mais effectivement, ça, c'est un élément dans un certain nombre d'industries qui va être très important. Pour l'acier, le recyclage est déjà ancien. Ça fait longtemps qu'on recycle l'acier. Les ferrailles. Oui. Donc, les ferrailles, donc le potentiel de croissance du recyclage est plus limité puisqu'on en fait depuis 40 ans ou 50 ans. Hein. Les Italiens étaient connus pour leur capacité à recycler l'acier, par exemple, dans les fours électriques. Et juste pour vous donner un exemple encore moi dans le verre, si vous voulez, autant dans la bouteille, on est à plus de 80%, autant dans l'isolation ou dans le verre plat, on pourrait être à des taux de ce genre-là et on est beaucoup plus faible parce que la collecte est plus difficile. Vous disiez que vous étiez favorable à ce qui avait été proposé, vous pensez à quoi? Quoi? Ben il faut créer des écosystèmes qui permettent le recyclage. Donc, c'est ce qui avait été fait aujourd'hui. Si vous voulez, vous ne vous posez pas la question. Quand vous avez une bouteille en verre, vous allez la mettre dans une poubelle différente. Hein, et donc, le système de collecte fonctionne très bien. Dans le bâtiment, c'est plus compliqué. Et donc, il faut arriver à mettre en place des écosystèmes qui facilitent ça. Et il faut le faire dans des différentes filières. Là, je vous ai parlé de ce que je connais le mieux, qui est dans le verre, mais vous avez ça dans beaucoup de ces problématiques dans beaucoup de secteurs. Et il y a des secteurs qui sont déjà beaucoup plus avancés que d'autres. Louis Gallois vient de parler des ferrailles. Ils sont effectivement dans le papier, c'est déjà assez avancé. Dans le plastique, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Sophie, vous aviez une question, allez-y. Oui, c'est une question, on s'écarte peut-être un peu du sujet, mais les banques centrales commencent à être inquiètes des phénomènes de greenflation, en fait, de toute la hausse sur les prix que vont provoquer l'adaptation à ces nouvelles technologies, tous ces investissements. Et puis hier, Bruno Le Maire a parlé de choc énergétique aussi fort que 73. Comment est-ce que vous pensez que là, en ce moment, l'état d'esprit est en train de basculer un peu vers la peur de ce que représente cette transition énergétique, ou au contraire, je suis un peu… j'hésite, je suis très hésitante parce que d'un côté, on voit certains dirigeants d'entreprise que cette transition énergétique exalte presque parce qu'ils sont en train de trouver des solutions, des nouveaux produits. Chez Vinci, par exemple, ou chez Veolia, on a l'impression surexcités par ça et très optimistes. Et puis, par moments, quand on entend toutes les difficultés, les montagnes que vous présentez, on a plutôt un sentiment d'abattement, quoi, et donc et on se dit mais ça va faire exploser les coûts, on n'arrivera pas à gérer ça. Et donc je voulais savoir un peu comment vous voyez les choses et quelle était votre morale. Écoutez, je ne sais pas, Caroline, si vous voulez répondre, mais il n'y a pas de free lunch. On assiste à une véritable révolution industrielle pour réduire l'impact écologique et énergétique de la production industrielle. Cette révolution se traduit par des gros investissements, par des changements de procédés, et inévitablement, elle se traduit par des augmentations de prix. Est-ce que les gains de productivité vont permettre ensuite, avec les effets de série qui vont se développer, de réduire ces augmentations de prix? C'est possible. Je prends l'automobile. Une voiture électrique coûte sensiblement plus cher qu'une voiture thermique.
est-ce que les gains de productivité, les effets de série vont permettre de réduire l'écart entre le coût d'une voiture électrique et le coût d'une voiture thermique? Probablement, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et pendant cette période, les voitures vont coûter plus cher. Certains pensent que les voitures, de toute façon, coûteront plus cher dans l'avenir. D'autres estiment qu'on pourra faire les gains de productivité nécessaires pour cela. Mais de toute façon, sur les 10 prochaines années, le coût de la voiture va augmenter. Je regardais chez un concessionnaire près de chez moi le prix de l'ID3 et de l'ID4 de Volkswagen. L'ID3 est à 45 000 euros, l'ID4 est à 60 000 euros, c'est-à-dire c'est des prix de voitures qu'on appelait premium, de luxe, précédemment. Or, ce sont des voitures qui sont destinées à remplacer des modèles thermiques, qui sont des modèles thermiques tout à fait classiques, comme la Golf ou des voitures comme celle-là. Donc, les effets d'augmentation de prix vont être réels. Le problème est de savoir si on pourra progressivement réduire ces augmentations de prix et les annuler du fait surtout des effets de série. Sur votre deuxième point, Sophie, je pense que ce qui explique les différences d'appréciation, c'est deux choses. Il y a d'abord un élément, c'est que les industriels ont besoin de prévisibilité et que le débat qu'on avait tout à l'heure sur l'évolution des prix de l'électricité, entre 0 et je ne sais plus combien de milliers, disait Louis en spot. 1184. Ouais. Bon, c'est complètement fou. Et donc, puisque à court terme, ça veut dire qu'il y a des usines qu'il valait mieux arrêter en coût marginal quand elles consommaient beaucoup d'électricité certains jours. Donc, vous avez les industriels, ils travaillent sur le long terme, mais ils ont besoin de prévisibilité. On a actuellement une volatilité qui est absolument folle. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'industrie, dans son ensemble, est à la fois sur ces sujets de CO2 un problème et la solution. Bon. Et que le problème, parce que la majorité, ils émettent, alors, et pour se convertir, il y a des coûts qui sont différents, et solution, parce que on voit très bien, et je prends l'exemple de Saint-Gobain, qui est un des plus… On est vraiment des deux côtés de la barrière. On va bénéficier énormément en termes de solutions de la décarbonation qu'il va y avoir dans le secteur du bâtiment. Bon. Mais à court terme aussi, c'est un coût, puisqu'on a besoin de beaucoup d'énergie, on est émetteur, et donc cette augmentation très forte des prix, des coûts, elle a un impact sur nous. Et donc vous avez… selon les gens auxquels vous parlez, ils sont plus du côté du problème ou plus du côté de la solution, et où ils voient plus l'un ou ils voient plus l'autre. C'est ça qui explique, mais on voit très bien qu'il y a les deux, si vous voulez. Donc, je pense que cette notion de prévisibilité et cette notion de réallocation sectorielle, le fait que le coût pour les différents secteurs est assez différent, et il y en a qui n'ont pas de coût et qui vont avoir uniquement les bénéfices des nouveaux marchés, de la transition, et puis vous en avez qui ne vont pas bénéficier beaucoup et qui ont des coûts de transformation très importants. Donc, il va y avoir, c'est des mutations extrêmement importantes, et la difficulté, c'est que si on les fait très vite, enfin c'est le sujet de l'industrie automobile et du moteur thermique, eh bien, on va avoir quand même des problèmes de transition très très lourds. Oui, on n'est pas étonné que Veolia soit du bon côté, parce que Veolia, je comprends qu'ils soient excités. Ils sont du côté du recyclage, ils sont du côté du traitement d'un certain nombre de produits. Ils ont tout. C'est pour eux la révolution. Et moi, si vous voulez, pour Saint-Gobain, c'est une énorme opportunité. Oui. Mais à court terme, là, en ce moment, là, dans les mois qui l'augmentation des coûts de l'énergie est un élément très très violent, donc on est aussi préoccupé par ça. Même si à terme, c'est très positif, si vous voulez. Donc moi, je suis personnellement très positif, mais si vous êtes dans l'acier, vous voyez plus le coût que le bénéfice. Non, mais globalement, les investissements vont être d'une telle ampleur que la pression à la hausse des prix peut être significative. Donc, exactement. Il faut s'attendre à ce que
la greenflation joue oui, ça c'est la première question. Pendant quelques années. Pendant quelques années, on va avoir la greenflation. Alors, personne ne sait, enfin tout au moins moi je ne sais pas, si dans 10-15 ans, on aura amorti ce choc. Mais dans l'immédiat, il va y avoir des augmentations de prix dues à la transition énergétique. Et là, cette greenflation, vous la voyez supportée par qui? Les actionnaires, par exemple, vont accepter des baisses de rendement pour en payer une partie pour que ça comprime les marges, ou c'est vraiment les consommateurs? En ce moment, là, on voit que les États sont en train de dire on ne veut pas qu'il y ait d'effet de second tour, donc on se met entre les deux, on paye l'inflation énergétique, mais on voit bien que ça ne peut pas durer éternellement. Donc, comment on la partage? Mais là, vous parlez d'un phénomène conjoncturel qui est l'inflation actuelle, qui est due à la fois à l'augmentation du prix d'un certain nombre de matières premières d'énergie et à la désorganisation due à la crise du Covid, qui se traduit mondialement par une augmentation des prix. La question se pose de savoir si cette augmentation des prix va entraîner des effets de second tour, c'est-à-dire s'il va y avoir la boucle salaire-prix qui va jouer ou pas. Votre question sur la greenflation était plutôt une question de moyen terme. Oui, mais si vous voulez, quand on voit ce dont vous parliez avant, l'ampleur des défis, l'ampleur des investissements, les incertitudes et tout, on se dit que finalement, ce qui se passe aujourd'hui sur la désorganisation liée au Covid, ça ne va peut-être pas continuer, mais ça va. Enfin, ce qui nous attend est aussi structurel, quoi. Donc, il va y avoir des effets structurels dus à la transition énergétique, c'est clair, et la question d'une énergie électrique stable et compétitive en prix va être absolument déterminante, mais il va y avoir de toute façon des effets de hausse de prix, et les industriels vont faire ces hausses de prix pas tellement pour servir les dividendes de leurs actionnaires, mais pour financer leurs investissements. On a devant nous un mur d'investissement très important dans certaines industries. Passer la sidérurgie du coke à l'hydrogène, c'est changer complètement des processus industriels. Donc ça va être inévitablement... Mais quand même, hein, Louis, oui, si on parle de l'inflation, si vous voulez, le sujet de l'augmentation des prix de l'énergie a à court terme un impact beaucoup, beaucoup plus important que ces investissements à prévoir. Même si en partie, on peut imaginer qu'une partie de l'augmentation des prix de l'énergie est liée à l'anticipation de cette transition. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est beaucoup plus l'augmentation des prix d'énergie que l'augmentation des investissements, qui est un phénomène Actuellement, il ne joue pas. Non, il ne joue pas. Donc, non, la greenflation, ce n'est pas la greenflation, c'est l'augmentation des coûts de l'énergie. C'est le choc énergétique qu'on a. Et c'est vrai qu'à court terme, si ça se maintient, il est plus fort que ce qu'on a eu en 1974. Hein. Le seul élément où ça joue actuellement, c'est l'automobile, puisque le développement de la voiture électrique se traduit par une augmentation des prix. Que les États compensent partiellement, mais c'est une solution qui ne pourra pas durer, parce qu'à mesure que le marché de la voiture électrique va se développer, les États ne pourront pas suivre, ne vont pas continuer à subventionner ad vitam aeternam la voiture électrique. Donc, il faut s'attendre dans les prochaines années à ce que l'automobile Et l'augmentation des prix de l'énergie, elle a des tas d'autres raisons, géopolitiques, en partie liées au Covid en ce qui concerne l'électricité. Enfin, il y a des tas de raisons conjoncturelles, hein, le climat, qui ne sont pas liées à cette transition. Mais là, moi, la seule remarque que je ferai, ça fait longtemps que je pense ça, c'est que vous avez aussi qui se rajoute à ça l'augmentation des prix du carbone, qui à terme est plutôt une bonne chose, mais qui a été très violente, puisqu'on est passé de 5 € à 80 € très vite. Hein, alors que le mécanisme européen des ETS, il était censé monter progressivement. On espérait qu'on serait entre 30 et 50, on est déjà à 80. Hein, donc, il y a eu aussi, anormalement, ça alimente le système.
d'inflation dont vous parliez. Si je peux compléter, par rapport à votre première question, il y a le fait déjà qu'on n'a pas le choix, il faut y aller. Le coût de l'inaction climatique est beaucoup plus élevé que le montant des investissements réalisés. Donc, de toute façon, il faut y aller. Là, ce qu'on souligne, le problème, c'est cette transition. C'est quel est le rythme de cette transition et quel coût elle va avoir et quel impact elle va avoir. Et effectivement, si la transition est très rapide, parce que là, on voit une augmentation forte des prix d'électricité ou une augmentation forte des prix de CO2, c'est là où l'impact est plus élevé que si cette transition est anticipée. Il y a aussi un élément qui est celui de l'inégalité des différentes zones économiques. Ah, bien sûr. Si l'Europe ne peut pas, dans cette affaire, elle peut être un pas en avant, elle ne peut pas être 3 pas en avant, sinon elle va tuer son industrie. Donc il faut trouver l'équilibre entre ce que fait l'Europe et ce que font les autres grandes zones, la zone chinoise et la zone américaine. C'est clair que cette affaire des émissions de carbone ne peut pas se régler uniquement dans le giron européen. D'où l'idée de pouvoir anticiper les mutations et ce qu'on disait d'avoir de la prévisibilité, en tout cas de la transparence dans les mesures climatiques et notamment le prix du carbone, puisque quand une usine elle est construite, elle est là pour 35-40 ans et effectivement si ça devient un actif qui coûte plus en production parce que le prix du carbone a fortement augmenté ou que l'entreprise est obligée de fermer l'usine avant qu'elle soit rentable, avant d'avoir rentabilisé tout son investissement, parce que le prix du carbone est tellement élevé que le coût de production, le coût marginal de production est trop élevé, c'est un problème. D'où l'idée de pouvoir anticiper pour réduire aussi ces surcoûts auxquels l'entreprise va faire face et qui sera répercuté à un moment donné dans le prix final. S'il n'y a pas d'autres questions, ça a l'air d'être bon là. On va rester là. Bon, écoutez, merci infiniment pour votre présence et vos questions. On est évidemment à votre disposition. Vous avez tous, je crois, les coordonnées de la Fabrique et de Mathilde en particulier. Sur ce sujet, Caroline, la prochaine échéance de parution c'est à mars. L'étude que nous avons avec Deloitte sur la répercussion du prix du carbone par secteur, dans tous les secteurs de l'économie, et voir comment ce prix du carbone est transféré depuis les producteurs en amont jusqu'au consommateur final. Oui, sujet aigu s'il en est. Voilà, donc il y aura quelques éléments de réponse complémentaires à la question de Sophie. On voit bien, et on verra bien que c'est différent selon les secteurs. C'est une que je trouve absolument extrêmement intéressante, cette étude qui a été faite. Extrêmement intéressante, donc on fait du teasing un peu. Elle n'est pas complètement, voilà, elle n'est pas finalisée, mais on en a déjà eu des. C'est du teasing, mais ce que j'en ai lu est extrêmement intéressant. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.